l'hémicycle et ils y aspirent. Bien plus, ils veulent aller au-delà et faire bouger certaines lignes en apportant une plus-value à la vitalité démocratique. Ce sont les partis et formations politiques en lice pour cette campagne couplée législative et présidentielle à 2020. Cette tranche, elle a l'heure et elle est parrainée par le Conseil supérieur de la communication. Madame, Monsieur, bonsoir. Au cœur des législatives, reçoit pour son 6e numéro 6 partis politiques comme à l'accoutumée, mais pour ce soir, 4 ont répondu présents à notre invitation. Il s'agit du MOPA, Mouvement patriotique pour l'alternance, avec Monsieur Saïdou Ouedraogo. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également sur ce plateau Monsieur Adama Doulkon de l'AGR, l'Alliance des générations pour la Renaissance. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Monsieur Sié-Pierre Palinfo de Vision Burkina. Bonsoir Monsieur Palinfo. Bonsoir Madame. Et également le PUR avec Monsieur Alexandre Sankara, le Parti des Progressistes Unis pour le Renouveau. Bonsoir Monsieur Sankara. Bonsoir. Bienvenue à tous sur ce plateau. Alors, première question, elle s'adresse à tous. Est-ce que vous pouvez donc nous présenter brièvement votre parti? Je m'adresse à vous, Monsieur Adama Doulkon de l'AGR. Merci bien. L'Alliance des générations pour la Renaissance, AGR, a été officiellement reconnue le 12 avril 2018. Il faut dire que l'AGR résulte d'un certain nombre de Burkinabés, certains démissionnaires du parti de l'AGI, du parti de Adama Kanajoué, qui avaient en son temps décidé de rejoindre le parti, le MPP, le parti de Roch-Marc Christian Kaboré. Et nous avions estimé que nous n'étions plus dans la même lancée, la même vision. Donc nous avons déposé notre démission et ensemble nous avons créé l'AGR qui depuis 2 ans et demi se porte bien et est sur le terrain politique actuellement pour les législatives 2020. D'accord. Alors, Monsieur Sié-Pierre Palinfo de Vision Burkina, quelle est donc votre vision pour le Burkina? Bien, merci Madame. Vision Burkina, parti pacifiste, est un très jeune parti qui a été créé le 3 janvier 2020. Et nous avons pour idéologie de pacifisme. Parce que nous voulons quitter la logique de guerre pour la logique de paix. Nous disons que pour qu'il y ait un vrai développement, il faut la paix. Je sais que nous allons revenir un peu sur le contexte. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes assaillis de partout. Donc il est difficile de se consacrer donc, au développement. Nous allons promouvoir donc cette paix-là, de manière à ce que les fils et les filles de ce pays-là se mettent ensemble et construisent le pays. Alors, nous sommes aux législatives, nous sommes également à la présidentielle, donc avec notre président du parti, M. Do Pascal Sessouma. D'accord. Alors, avant de poursuivre, je vais signaler que sur ce plateau, il y a l'UDD, l'Union pour la démocratie et le développement, qui est absent, ainsi que le PRA, le Parti du regroupement africain, invité, mais absent. Alors, Monsieur Seydou Ouedraogo, du MOPA, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter le MOPA? Ok, merci. Le MOPA, Mouvement patriotique pour l'alternance, a vu le jour en 2011 siéger à Bobo, Djirasso. D'accord. Et qu'est-ce que le MOPA a comme vision, comme ambition pour le Burkina? Non, le MOPA a comme vision pour le Burkina. Nous, notre vision, c'est on a visé la jeunesse. Voilà. Pour et puis le MOPA a vu que la politique menée au Burkina est une politique commerciale. Que les jeunes ne sont pas pris en compte. Voilà, les jeunes ne sont pas pris en compte. Donc, de ce fait, le MOPA a songé à la formation des jeunes. Voilà, pour un Burkina. D'accord. Alors, le PUR
avec M. Alexandre Sankara. Merci de nous recevoir. Le PUR est né suite à un constat très simple. D'abord, au niveau des partis sankaristes, vous remarquerez qu'après l'insurrection où le mouvement sankariste a apporté beaucoup, énormément beaucoup, sinon que c'est le mouvement sankariste qui a porté l'insurrection. Mais après l'insurrection, on a remarqué que le mouvement, en tout cas le peuple n'a pas choisi le mouvement sankariste parce qu'on n'avait pas une alternative crédible, on n'avait pas il y a un leadership affirmateur. Donc c'est des guerres lasses que le peuple a préféré la continuité en lieu et place de la rupture que nous avons prônée. Deuxièmement, deuxième constat, vous remarquerez que les acteurs politiques qui nous dirigent aujourd'hui, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, sont sur la scène politique il y a au moins une trentaine d'années. De fait, partant de cela, les discours, les actes, les stéréotypes, les comportements ont fini par détourner les Burkinabés de la classe politique. Il y a une rupture de confiance totale, un discrédit total sur la classe politique. Donc ce sont ces deux facteurs, ces deux constats qui ont amené des patriotes progressistes, des jeunes qui sont dans les différents partis sankaristes et dans d'autres partis progressistes à se dire mais est-ce que nous allons rester les bras croisés pour assister de façon impassible à ces désintérêts de nos populations à la classe politique. Parce que nous savons bien que nous ne pouvons pas ne pas faire de la politique. Parce que c'est l'action politique qui est au cœur du développement. Donc, fort de cette analyse-là, nous nous sommes dit, à défaut qu'ils nous fassent la place, parce qu'ils s'agrippent autour de leurs choses, c'est comme ça qu'ils les appellent, nous avons donc décidé de lancer un nouveau mouvement, un nouveau parti. C'est ainsi donc que les progressistes unis pour le renouveau sont nés le 28 avril 2018, avec pour vision un Burkina debout, réconcilié avec son peuple et qui tourne définitivement et radicalement le dos à tous les modèles qui nous ont été, tous les modèles de développement qui nous ont été imposés jusqu'à présent pour oser, comme l'a dit le président Sankara, oser inventer son avenir pour un développement et une amélioration des conditions de vie des populations. Voilà la vision que le PUR s'est fixée pour D'accord. Alors vous prenez en tout cas une certaine rupture avec une rupture générationnelle. De 2018 à 2020, est-ce que vous avez le sentiment que le message passe? Le message est très passé. Vous avez un jeune parti comme les PUR qui sont nés à peine 2 ans et qui sont dans 32 provinces sur 45, qui sont dans pratiquement 150 communes sur 360. Nous pensons que le message a passé. Et les jeunes se sont appropriés les progressistes unis pour le renouveau. Vous allez le constater lors de ces élections. Donc le message est passé parce que le message il est clair et il intéresse la jeunesse. D'accord. Alors monsieur Palinfo, tout à l'heure vous étiez en train de parler de prôner la paix, amener la paix. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire quelle est donc votre stratégie pour y arriver? Bien. Et pour arriver à la paix, il faut d'abord ramener donc tout le monde autour du dialogue. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes attaqués, non pas par un État, mais par des groupuscules, ouais, et qui sont financés de l'extérieur. Ouais. Alors, il faudrait d'abord trouver ces commanditaires-là et couper les sources de financement. Si on coupe les sources de financement, en ce moment, nous allons amorcer le dialogue avec nos frères et sœurs qui ont pris les armes contre nous. Et à partir de là, nous allons rebâtir notre pays. Il faut donc, comme je l'ai dit, remonter, aller en amont, discuter où trouver les commanditaires, couper les sources de financement, donc, excusez-moi, du terrorisme, et revenir maintenant discuter avec nos frères et sœurs qui ont pris les armes contre leur propre pays, peut-être par frustration, stigmatisation ou autre, mais qui ne se sentent pas dans cette communauté de destin que nous voulons. C'est une nation que nous voulons construire. Est-ce qu'il est aussi aisé de les identifier et d'identifier également les sources de financement? Ce n'est pas aisé, mais vous savez très bien qu'il n'y a pas très longtemps, nous avions, je parle entre griffes, des services de renseignement très performants. Jusqu'en 2016, le pays était un peu à l'abri donc de ces attaques-là. Et qu'est-ce qui a amené donc cette dislocation? Il y a un problème donc de gouvernance. Il faut donc rebâtir ce socle-là et donner donc les moyens. Et comme nous avons prôné notre président du parti, qui est en même temps candidat à la présidentielle, nous allons démilitariser. Démilitariser là, mais il faut d'abord amener la paix. Amener la paix, c'est donc amener tous les fils à accepter que nous avons le même pays.
Nous allons faire une rotation du pouvoir. Lorsqu'il y a la rotation du pouvoir, vous n'avez pas intérêt à casser, parce que vous, un jour, vous devez diriger le pays là. Votre région va diriger le pays. Si vous cassez ce pays, à votre tour, qu'est-ce que vous faites? Alors, je vais m'intéresser à l'AGR, M. Doulkon. Alors, quels sont, selon vous, les domaines prioritaires où il faut faire bouger les choses au niveau du Burkina? C'est clair. Le domaine prioritaire, le premier point au Burkina, pour l'AGR, c'est d'abord la réconciliation nationale. Il faut réconcilier les Burkinabés en eux pour que la paix revienne. Et le deuxième point, c'est lutter efficacement et sincèrement contre la corruption qui gangrène nos institutions et fait perdre à notre pays des centaines de milliards de francs CFA. C'est les véritables maux qui minent notre société à l'heure actuelle. Parce que si on ne lutte pas contre la corruption efficacement et sincèrement, il serait difficile d'économiser, d'investir. Vous voyez, aujourd'hui, on ne s'inquiète pas, on ne se pose pas. Quand on voit une personne dans un véhicule luxueux, on l'applaudit, on trouve que c'est normal, on ne se pose plus de questions. On a l'impression que le mensonge, les détournements sont devenus la règle d'or. Nous voyons le RENLAC et l'ASE qui produisent des rapports, qui les donnent, ça dort dans les tiroirs, ainsi de suite. Et si nous ne réveillons pas, il serait très difficile d'espérer un développement dans ce pays. Il y a également la loi contre le délit d'apparence. Vous n'avez toujours pas le sentiment qu'il y a du changement, il y a quelque chose qui bouge? Dernièrement, il y a eu un ex-ministre, le Bouddha, qui a été incarcéré. Et nous sommes étonnés de constater qu'il se retrouve en liberté. Bon, comment ça s'est fait? Nous ne comprenons pas. Ça relève de la justice? Oui. Voilà. Est-ce que cette loi-là, elle tient? Parce que, vu cela, écoutez, on se pose vraiment des questions. Est-ce que cette loi tient? Comment il s'est retrouvé aussi rapidement en liberté? Parce qu'on sait que c'est un ex-ministre, il est fortuné. Est-ce que si c'était un citoyen lambda... Est-ce que vous êtes aussi sûr qu'il est fortuné? Mais nous avons tous vu le bunker qu'il a construit chez lui. D'accord. Voilà. Alors, oui. Monsieur Seydou Traoré du MOPA, réconciliation nationale, bonne gestion des finances publiques, est-ce que ce sont aussi les domaines qui retiennent votre attention? Effectivement. Ce sont ces trucs qui retiennent notre attention. Puis c'est la population burkinabé, présentement, surtout la jeunesse, souffre de ces mal. Donc ça fait que il est nécessaire de réformer la jeunesse pour que, bon... Est-ce qu'il n'y a pas d'autres domaines aussi pour lesquels vous estimez qu'il faut du changement? Bon, pour moi, le changement, c'est comme ce que mon prédécesseur vient de dire. C'est le côté de la corruption. Et surtout la corruption. D'accord. Alors, Monsieur Palinfo, au niveau de Vision Burkina, quelles sont vos priorités et après, bien sûr, la paix? C'est un développement intégral qui va partir donc d'une lutte âpre contre la corruption. C'est-à-dire que nous allons traquer les voleurs de la République. Oui. Et le monsieur l'a dit, c'est-à-dire que le mal de ce pays-là, c'est que la corruption a atteint un tel niveau que les investissements ne sont pas rentables. C'est-à-dire que les infrastructures, qu'elles soient
éducatives, sanitaires, que ce soit des routes, elles sont mal exécutées, de manière à ce que, bon, tel enseigne qu'aujourd'hui, vous voyez des écoles où les toits s'envolent au moindre vent, les dispensaires prennent feu, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut donc travailler à lutter farouchement contre la corruption. Vous avez parlé donc de la loi contre les délits d'apparence. Mais est-ce que réellement c'est appliqué? Vous avez tantôt parlé donc du pouvoir judiciaire. N'allons pas les y mêler. C'est un pouvoir indépendant. Mais il faudrait que l'exécutif s'assume. En faisant quoi? D'abord, nous avons prévu un inventaire de toutes les réalisations qui dépassent l'entendement. Nous sommes tous des fonctionnaires, vous et moi. On connaît un peu la grille salariale de notre pays. Voilà. On sait à peu près le plafond que vous pouvez avoir après tant d'années de service. Mais si subitement on vous retrouve avec une V8, c'est-à-dire que pas des célibataires, 3 grandes maisons, je ne vais pas citer le nom de quelqu'un. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez? Il faut qu'on cherche à savoir où est-ce que vous les avez eu, ces fonds-là, pour acquérir ces biens. Et si, tant est que c'est vrai que vous les avez eus par votre travail, c'est à vous. Mais si vous n'arrivez pas à justifier donc la provenance de ces fonds-là, l'État les saisit. S'il peut vendre, il vend. Dans le cas contraire, ça revient donc au patrimoine de l'État. Comme je l'ai dit, nous allons traquer donc tous ces voleurs-là. D'accord. Les progressistes unis pour le renouveau. Oui, madame, les priorités, il faut séparer. Il y a les questions conjoncturelles. Moi, je parle conjoncturelles. C'est-à-dire qu'il faut les résoudre rapidement pour aller de l'avant. C'est la question de l'insécurité, c'est la question de la réconciliation nationale, etc. Ce sont des questions donc Est-ce que vous pensez que la question de l'insécurité peut être résolue aussi rapidement? Non, c'est pas... le fait d'être conjoncturel, c'est pas qu'on va les résoudre en un mois, une année. Okay. Mais c'est parce que c'est des problèmes qui sont survenus de façon spontanée, comme le disait mon camarade, et on n'en avait pas, mais qui vont partir. Voilà. Donc, c'est des questions conjoncturelles. Il ne faut pas lier, il ne faut pas confondre. Parce que, voilà. Après ça, il y a les questions structurelles de développement. Et ça, c'est quoi? Il y a d'abord la question économique. Quelle est l'option économique que nous faisons? Est-ce que c'est le tout libéral, comme nous le constatons aujourd'hui, ou bien il faut une dose beaucoup plus endogène? Ça, ce sont des questions fondamentales qu'il faut répondre. Ensuite, il y a la question de la production, le monde paysan. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'aujourd'hui, le Burkina doit continuer, parce que nous sommes à 80% agricoles. Les paysans, c'est l'élevage et l'agriculture qui nourrit le Burkina. Alors, où se trouvent ces secteurs-là? Très peu développés. Une industrie stagnante, sinon embryonnaire. Il y a la question de l'emploi. Vous voyez, j'ai regardé les chiffres avant de venir. Les derniers concours de la fonction publique. 1,5 million de candidats pour 4000 postes. Donc c'est des questions véritables. Nous disons par exemple au niveau des progressistes unis pour le renouveau, on ne peut plus être dans la même logique que tout le monde puisse travailler dans la fonction publique. Ce n'est plus possible. 1,5 million pour 4000, il reste pratiquement 1,5 million à trouver des emplois. Comment faire? L'une des voies, c'est le secteur privé, l'industrialisation. Il faut créer une industrie très forte. Mais pour créer une industrie très forte, il faut en amont avoir une agriculture développée. Parce que c'est l'agriculture et l'élevage qui fournit les matières premières au secteur industriel. Le secteur industriel les transforme et fournit les produits transformés au secteur tertiaire pour la commercialisation. Et depuis quelque temps, on observe qu'il y a un encouragement. Il y a un encouragement, mais je trouve que ce n'est pas suffisant. Je vais vous prendre un seul exemple. Prenons un seul élément de notre élevage, le bétail. Prenons un bœuf. Vous savez qu'on peut créer 5 industries avec un bœuf. Je prends le bœuf, je le tue, la viande, on peut créer une industrie avec des abattoirs frigorifiques, des chambres froides, etc., où les jeunes vont travailler. Prenons la peau, on peut créer une industrie de cuir et peau. On va fabriquer des chaussures, des sacs que vous aimez bien, vous les femmes, des sacs en cuir, nous les jeunes qui aimons les chaussures en croco, les ceintures en croco. Deuxième industrie. Avec la bouse de vaches, on peut créer de l'engrais. Au lieu d'aller importer l'engrais chimique,
qui polluent et qui dégradent nos sols. On peut créer de l'engrais avec la bouse des vaches. Troisième industrie, sans compter ce qu'on peut faire en termes d'énergie avec la bouse. Prenons les sabots, les cornes. Vous savez que dans certains pays, on ne jette plus les cornes. On fabrique des cuillères avec les cornes. On fabrique des porte-clés avec les cornes. On fabrique des boucles de lait. On fabrique des fourchettes, etc., etc. Quatrième industrie. Cinquième industrie, enfin, que vous connaissez tous, les laits. Mais prenons le lait, on peut en faire beaucoup. Alors, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous exportons le bétail sur pied. On les transporte avec les remorques, avec les trains pour aller vendre au Ghana et en Côte d'Ivoire. Et donc, vous voyez qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc, la question de l'emploi doit être repensée et réfléchie. Et notre priorité structurelle, c'est la question de l'éducation, de la formation. Quelle est notre priorité aujourd'hui en termes... Quel est le système éducatif burkinabé? Nous formons des chômeurs parce que nous avons opté pour une formation, c'est vrai, qui est bien de masse, mais il faut maintenant réorienter ça vers la formation professionnelle. Quand je discute avec les jeunes, je les demande, mais ils me disent oui, on n'a pas de travail. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez fait? Sur 100 jeunes, 95 disent oui, j'ai fait banque finance, j'ai fait assurance, j'ai fait sociologie, j'ai fait... C'est bien. Mais il y a combien de banques qui peuvent employer les 90? Il y a combien de sociétés d'assurance? Pourquoi personne ne dit j'ai fait élevage, j'ai fait agriculture, j'ai fait maçonnerie, j'ai fait plomberie, j'ai fait de l'électricité, etc. Il n'y en a pas. Donc voilà des questions fondamentales de développement que, en tout cas, nous pensons qu'au pur, nous sommes en train d'écrire notre projet de société parce que nous n'allons pas à la présidentielle pour ces élections. Et en temps opportun, lorsque nous allons nous présenter pour les présidentielles, nous allons présenter au peuple burkinabé cette nouvelle offre innovante et originale qui va nous permettre donc d'amorcer véritablement le développement. Parce que, comme je le disais tantôt dans notre vision, il faut oser rompre avec les modèles. Parce que tous les modèles qui nous ont été vendus jusqu'à présent ont fait les limites. Sauf bien sûr le modèle des 4 ans que nous avons vu avec le président Thomas Sankara, qui a apporté en tout cas une impulsion visible, qualitative et quantitative pour les Burkinabés. Mais avant que vous ne vous présentiez pour les présidentielles, comment est-ce que vous comptez en tout cas faire bénéficier de ces projets, de ces idées-là au peuple burkinabé? À l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale, les députés, ils votent les lois comme vous l'avez si bien dit tantôt. Lorsque nous allons arriver à l'Assemblée nationale, nous avons certaines propositions de loi que nous voulons faire. Parce que les députés, selon la Constitution, peuvent être initiateurs des propositions de loi. Regardez aujourd'hui certaines préoccupations des Burkinabés, notamment des villes, la question de lotissement, la question des parcelles. C'est la loi 034 sur la réorganisation agraire et foncière, ce qu'on appelle communément la RAF. Vous savez, sous la Révolution, Sankara était clair, la terre appartient à l'État, qui décide donc d'organiser et de distribuer ça à ses citoyens. Mais après, on a supprimé ça, on a dit que la terre appartient maintenant à 3 personnes. Les propriétaires terriens, ça c'est dans la RAF, l'État, 3 propriétaires sur un même terrain. Et qu'est-ce qui se passe? C'est celui qui occupe là, le terrain, là, puisque c'est les propriétaires terriens qui sont sur les terrains qui les vendent. Donc il faut véritablement une relecture de cette loi. Deuxième proposition de loi que nous allons faire, c'est la loi portant promotion immobilière et foncière. Vous voyez, les sociétés immobilières qui pullulent aujourd'hui se basent sur cette loi. Il y a des problèmes là-bas. Moi, je suis des domaines, je suis inspecteur des impôts, je sais de quoi je parle. Il faut une relecture là-bas. Nous avons une autre proposition de loi pour limiter le nombre de jours fériés au Burkina. Il y en a trop. 14 ou 15, c'est trop. Nous avons une autre proposition de loi pour promouvoir les produits locaux. Il y a d'autres propositions de loi, donc comme on me demande de ne pas mobiliser la parole, je vais arrêter. Et ne vous inquiétez pas, tout le monde va parler. Et je m'assure de cela. Je vais parler de quelque chose qui est très important, la Constitution. Voilà, donc Vision Burkina, voilà, vous avez exposé tout à l'heure vos priorités. Comment est-ce que vous comptez donc les mettre en œuvre au niveau de l'Assemblée? Si vous permettez, je souhaiterais revenir un peu sur le volet formation et le volet éducation. Parce que un des mots de ce pays-là, c'est que nous avons une politique éducative qui n'est pas efficiente. M. Sankara disait qu'il était du domaine des impôts, il connaissait donc ce milieu. Moi, je suis du milieu de l'éducation, je connais bien le domaine. Alors, lorsque en fin d'année, vous regardez un peu les statistiques, les taux de succès, vous voyez qu'il y a un déphasage. Beaucoup d'appelés PDLU. Ça, c'est déjà un. Au niveau des examens. Des examens. Okay. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de candidats, mais peu de succès. Donc, il y a déjà un problème. Il faut revoir la formation. Ça, c'est un.
Deuxièmement, il faut aussi revoir le système même, le système éducatif burkinabé. Comme il a dit, qu'il ne met à disposition que des intellectuels, mais pas des personnes avec des habiletés. Ouais. Moi, je pense que nous avons des exemples probants dans la sous-région, le modèle anglo-saxon. Il faudrait que, depuis le bas âge, l'enfant apprenne à se débrouiller, entre guillemets, au sortir donc du système, qu'il ne soit pas dans l'attente d'être fonctionnaire, mais qu'il puisse avoir les rudiments nécessaires de créer ou de s'auto-employer. Alors, nous, dans notre politique, nous allons ouvrir nos universités sur de nouveaux horizons, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui ont d'autres opportunités à nous offrir. Oui. C'est vrai, nous avons beaucoup suivi des partenaires traditionnels, la France et autres, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une sorte d'impasse. Une sorte d'impasse. Il a rappelé tantôt donc, le nombre de candidats aux différents concours de la fonction publique. Pourquoi cet engouement? Parce que c'est sécurisé, il y a un salaire mensuel. Oui. Mais tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. 1,5 million, comme il a dit, pour 4 000 places. Le reste, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce eux qui sont devenus des voleurs? Est-ce eux qui sont donc des parasites, qui sont à la solde donc de leurs parents? Je le disais tout à l'heure, il y a une dynamique qui a aussi été amorcée pour pousser les jeunes vers l'entrepreneuriat. Mais c'est une goutte d'eau dans la mer. C'est une goutte d'eau dans la mer. C'est bien, mais combien de personnes bénéficient donc de ces projets-là? Il faudrait d'abord que, depuis la formation, que l'enfant apprenne à être indépendant. Qu'il n'attende pas qu'au sortir donc de la formation, on veut lui remettre de l'argent pour faire ceci ou faire cela. Et notre politique économique, nous ne sommes pas des libéraux. Nous ne sommes pas des libéraux. Nous allons faire une politique pour la grande masse. Nous allons faire du social. Et vous voyez. De manière à ce que les riches là, ils vont se sentir vraiment traqués. Ouais. Parce qu'ils prennent la part des autres. Ouais. Ils prennent la part des autres. Les millions et quelques qui n'ont pas eu d'emploi là, ils vivent comme aujourd'hui. Est-ce que nous avons prévu des mécanismes de prise en charge de ces personnes-là? Est-ce que leurs parents ont suffisamment d'argent pour les épauler, pour les amener à faire autre chose? Ce sont des questionnements qui restent encore sans réponse. D'accord. Et comment est-ce que vous comptez faire passer tout cela au niveau de l'Assemblée? Le député vote les lois, il a des possibilités donc de proposer. L'exécutif va venir avec ses lois, l'Assemblée aussi peut proposer donc des lois. Donc, toutes les possibilités qui sont offertes donc à ce niveau-là vont être explorées de manière à ce qu'il y ait un équilibre, que chacun joue sa partition, l'exécutif exécute, le Parlement légifère, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Alors, Monsieur Doulcon de l'AGR, oui. Vous avez la parole. Ok. Moi, je vais revenir sur la vision de l'AGR, parce que je n'ai pas eu l'occasion de parler de notre vision. Il faut dire que l'Alliance des générations pour la Renaissance divise la société burkinabé en 3 générations. La première génération, elle part de 0 à 17 ans. Et nous disons qu'à cette génération, on la doit une éducation de qualité. C'est-à-dire que les aînés doivent tout mettre en œuvre pour leur donner des valeurs d'intégrité, des valeurs de bons citoyens, de Burkinabé modèle. La deuxième génération, elle part de 18 ans à 50 ans. Cette génération, c'est elle qui a en charge les destinées de la nation. Pour nous. Et dans l'administration, elle doit en effet être le modèle exemplaire, puisqu'elle a reçu une éducation de 0 à 17 ans dans ce domaine. Et elle, en ce moment, on aura des cadres bien formés, bien éduqués, exemplaires, avec une certaine probité, une certaine moralité, ainsi de suite, ainsi de suite. Et la dernière génération, celle de 50 ans en plus, nous on dit que c'est la génération des aînés. C'est les sages, c'est les détenteurs des valeurs morales, des us et coutumes. Et cette génération est chargée de transmettre le flambeau à la deuxième génération.
Pourquoi une telle vision? Parce que nous sommes convaincus que nous tournons en rond. Hormis les 4 ans du président capitaine Thomas Sankara, nous tournons en rond depuis. Après le président Thomas Sankara, nous avons vu 27 ans de Blaise Compaoré. Aujourd'hui, nous avons 5 ans du président Roch-Marc Christian Kaboré, que nous disons, nous à l'AGR, nous alignons ça sur les 27 ans, parce que c'est le même régime, c'est le même système qui continue. Parce qu'on n'a pas rien rompu avec la corruption, la politisation de l'administration. Il n'y a pas de résultat sur le terrain? Il n'y a pas de résultat. Aucun? Rien. En réalité, il n'y a pas de résultat. Nous n'exagérons pas. D'accord. Voilà. Et il faut dire que les grands points de l'AGR pour pouvoir relancer le Burkina Faso, nous avons énuméré. C'est vrai que nous ne sommes pas candidats à la présidentielle, mais nous avons un programme. Nous parlons d'abord d'organiser la réconciliation nationale et permettre à la justice de vider les divers dossiers pendants des crimes économiques et de sang, de veiller à supprimer un certain nombre d'institutions budgétivores du pays. Dans notre contexte économique actuel, nous n'allons pas les citer ici, parce que on risque de citer le CSC, alors que c'est eux qui nous permettent ici. Nous disons qu'il faut le supprimer. Et comme nous n'allons pas les citer, voilà, on va passer à... Voilà. Et prendre des décisions courageuses pour régler, par exemple, le système du LMD, du chevauchement des années académiques à l'université, cause un problème. Et justement, comment est-ce que vous comptez faire bouger les choses au niveau de l'Assemblée? Parce que les lois qu'on vote également sont essentielles pour qu'elles soient mises en œuvre nous sommes élus et nous savons, mettons le pied à l'étrier, mais notre voix va porter encore plus haut. Parce que, comme je le dis à l'AGR, c'est vraiment des valeurs d'intégrité, de bonne moralité et autres que nous prenons, ce qui fait que notre travail sur le terrain est très difficile parce que nous faisons un travail de conscientisation. Dès le début, je vous ai dit que nous n'avons pas hésité à démissionner de l'AG parce qu'il partait à la mouvance. Comme on le dit souvent, à la soupe. Nous ne sommes pas là en politique pour ça. Nous sommes là... La mouvance n'est pas forcément synonyme de la soupe. Bon, mais en tout cas, il y a plus là-bas. Là-bas, c'est encore plus facile que de l'opposition. Et pour aller plus loin, nous sommes même de l'ONA. Voilà, nous sommes de l'opposition, mais nous sommes de l'ONA. Oui, l'ONA. Voilà, c'est pour dire que notre combat, il est sincère. C'est un combat pour vraiment refaire naître au Burkina Faso ces valeurs d'antan. Cher à notre Faso, le voltaïque d'avant, qu'on parle encore du Burkina, comme on parlait du Burkina hier. On veut faire la politique autrement. D'accord. Voilà, donc nous mettons l'accent sur l'individu. Ok, on va quand même permettre au MOPA également de dire un mot. Comment les choses vont se passer pour le MOPA une fois que vous allez en tout cas obtenir des sièges à l'Assemblée, si vous obtenez des sièges à l'Assemblée? Ok, merci. Comme ce que je disais tantôt, si nous arrivons à siéger au niveau de l'hémicycle, voilà. Notre objectif, c'est, on s'est basé sur la formation des jeunes. Voilà. Donc, bien avant ça, depuis la création la naissance du parti, il y a eu des formations. À votre initiative. Voilà, des formations. Qui poursuivent, qui continuent jusqu'à présent. Et vous formez les jeunes dans quel domaine? Dans le domaine de l'élevage et comment on appelle encore la transformation des produits alimentaires. Okay. D'accord. Alors, Monsieur Palinfo, on va s'intéresser maintenant à votre stratégie de mobilisation. La campagne est lancée. Je suppose que Vision Burkina est sur le terrain.
Déjà, comment ça se passe et comment est-ce que vous comptez conquérir en tout cas le cœur des électeurs? Si vous permettez, avant de répondre à la question, je vais titiller un peu mes deux amis d'en face qui ont tantôt dit que en dehors donc de la période révolutionnaire, rien de consistant n'a été proposé donc au peuple burkinabé. Alors, vous savez que ce sont des points de vue. Oui, justement. Je voudrais dire que reconnaissons, on dit que même reconnaissons que quelque chose a été fait, même si il y a un problème moral qui accompagne ça. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'infrastructures, tant au niveau éducatif, sanitaire et autres. C'est bon, il faut le dire, il faut le reconnaître. Seulement, c'est la vision qui a manqué, c'est-à-dire que c'est cet accompagnement moral qui devait permettre donc de bâtir une société juste et équitable là, qui a fait défaut. C'est-à-dire qu'il y a du clientélisme, il y a tout ce que vous voulez qui a un peu péché. Alors pour revenir donc à votre question, moi je dirais que nous avons deux axes, deux stratégies donc pour aller vers l'électorat. Nous allons faire ce qu'on appelle les meetings, c'est-à-dire que c'est la voie traditionnelle, donc des meetings qui sont prévus sur le territoire national. Et il y a aussi donc la campagne de proximité. Nous allons donc aller vers le peuple, donc pour expliquer le message, notre vision. Qu'est-ce que nous voulons apporter? Quelle est la rupture que nous conseillons, que nous proposons donc au peuple burkinabé? Donc il faut aller vers le peuple, il faut lui apporter le message au lieu que lui il se déplace, parce qu'aujourd'hui les meetings restent des foires, les gens ils viennent parader, mais est-ce qu'ils écoutent? Je pense que ça pose problème. C'est pourquoi nous allons donc mettre l'accent sur donc une campagne de proximité. Et là, vous allez faire du porte-à-porte? Du porte-à-porte. D'accord. Voilà. Alors, M. Sankara du PUR. Oui, avant de répondre à notre stratégie, comme il a ouvert la brèche. Alors, on va pas rentrer dans un dialogue entre vous. Non, c'est d'abord. Lui, il dira peut-être que c'est vous qui avez ouvert la brèche. Nous n'avons pas dit que rien n'a été fait. Nous avons dit, justement, toi, tu viens de conclure. Parce que s'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de développement. Or, c'est comme si tu construis une maison sans fondation, ça va tomber. Or, Sankara a mis les fondations, ça personne ne peut les nier. Les autres sont venus, bricolent, voilà, c'est le quotidien. Bref. Tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait. Mais quelque chose est fait. Deuxièmement, comme ce débat aussi, il faut qu'on s'apporte la contradiction. Voilà. Il y a des choses dans ce que vous avez dit dont je ne suis pas d'accord. La première chose, la suppression de l'armée. Bon. Vous avez dit oui, après avoir pacifié, après avoir tout réglé, on va supprimer. Les fils, voilà. Les filles, voilà. Et si vous supprimez après avoir pacifié, et lorsque vous avez fini de supprimer, il y a des problèmes qui surviennent. Comment vous allez faire? Le terrorisme revient 5 ans après votre suppression. Ça, c'est une interrogation que je me pose. Deuxième chose que j'ai remarqué, vous avez dit, parlant de l'éducation, de la formation, que vous allez vous retourner vers d'autres modèles, australiens, quoi. Non, le problème justement c'est ça. Tous les modèles là, c'est des modèles de charlatans qu'on nous a vendus. Il ne faut pas croire que les Australiens vont faire mieux que les Français ou les Américains ou les Chinois. Il ne faut pas croire que je ne sais pas quel pays vous avez cité encore, ils ne vont pas faire mieux. Alors, parce que les modèles d'éducation... qu'on ne réinvente pas, on trouve d'autres manières de la faire tourner. S'il vous plaît, les modèles d'éducation sont basés sur la culture, sur le substrat culturel. Donc si vous partez à mener un modèle australien, soyez-en sûrs que ça va être aussi un échec que le modèle français que nous avons implémenté depuis 1960. C'est ça que nous disons au PUR, il faut définitivement et radicalement tourner le modèle à ça. Et oser par nous-mêmes concevoir. Nous pouvons concevoir un modèle éducatif. Sankara l'a fait avec l'appel des Gawa, nous avons laissé tomber. Et voilà les conséquences aujourd'hui. Pourquoi nous, les Burkinabés, nous pouvons? Parce que si vous êtes de l'éducation, si moi je vous pose la question aujourd'hui, quel est le modèle éducatif, quel est le système éducatif aujourd'hui? Vous ne pouvez pas me répondre. Parce que le système éducatif, ce n'est pas les 4000 des salles de classe, les bancs et les élèves dedans. C'est le contenu éducatif qu'on donne aux enfants. C'est contenu à non seulement une charge culturelle, une charge sociale, mais une charge aussi éducative. Est-ce qu'il est possible de s'inspirer et réadapter? Enfin, pourquoi les Australiens ne viendraient pas s'inspirer le premier? Merci. Oui, bien sûr. Alors, maintenant, pour répondre à votre question, nos stratégies. Comme j'ai dit, nous sommes un jeune parti, mais un parti très dynamique, parti progressiste, d'obédience sankariste, ça il faut qu'on le précise. Donc, nous allons vers le peuple. Nous avons une stratégie simple. Les meetings, nous en avons 18 à Ouagadougou par exemple, parce qu'on a 12 arrondissements et 6 communes rurales. Nous allons les faire les 18.
Et nous sommes dans 32 provinces, donc chaque province s'organise en fonction des réalités du terrain. Ensuite, nous allons aller par ce que nous appelons les secteurs structurés. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous pouvons aller rencontrer les bouchers pour savoir si nous sommes à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'ils veulent que nous puissions porter comme préoccupation en ce qui concerne le monde des bouchers. Nous allons aller rencontrer, par exemple, le secteur informel pour voir si nous sommes élus à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'ils veulent que nous portons comme préoccupation. Parce que nous devons être les porte-voix de ces populations qui nous élisent. Donc nous allons faire ça. On va identifier, on a déjà identifié les secteurs structurés qui composent quand même la société burkinabé. Nous allons au troisième niveau, nous allons faire le porte-à-porte parce que nous sommes un parti des jeunes. Nous les avons organisés en groupe, ce que nous appelons les bataillons électifs. Ils vont aller dans les secteurs, rentrer dans les foyers, présenter le PUR, dire pourquoi le PUR est né et dire ce que le PUR veut faire au niveau législatif, au niveau des municipales qui viennent et en 2025 au niveau des présidentielles. Ces jeunes-là vont sillonner les différents quartiers, les différentes provinces, les différentes communes, là où nous sommes candidats, pour porter le message des progressistes unis pour le renouveau. Parce que nous prenons en définitive, comme le nom du parti l'indique, le renouveau. Il faut un renouveau démocratique, parce que vous voyez bien qu'il y a des limites. Il faut un renouveau économique. J'ai tantôt au début expliqué les questions fondamentales de notre système économique. Il faut un renouveau culturel, un renouveau social. C'est vrai, comme vous l'avez dit, nous ne nions pas ce que les dévanciers ont fait. Non, c'est pas normal. Parce que nous disons au PUR, si vous regardez le logo du PUR, il y a un cercle rouge qui centre tout le logo. Ce cercle rouge représente les sacrifices des dévanciers. Avant que la Haute-Volta ne soit Haute-Volta, des gens se sont battus. Déjà, nos grands-parents se sont battus pour que le pays obtienne l'indépendance. Nos parents se sont battus pour que le pays devienne Burkina Faso. Nos grands frères se sont battus pour que nous soyons dans un système démocratique qui nous permette aujourd'hui d'échanger autour de cet arbre. Et ils ont perdu la vie. Récemment, il y a eu l'insurrection, il y a eu le putsch, etc. Nous disons donc dans notre logo, il faut se souvenir de tous ces dévanciers-là. Donc, nous ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, mais nous disons, il est temps qu'on revienne à des questions fondamentales pour le développement et pour l'avancée de notre nation. D'accord. Monsieur de l'AGR, oui. Vous, quelle est votre stratégie pour conquérir en tout cas l'électorat? Bon, c'est la campagne de proximité. Le porte-à-porte également? Le porte-à-porte, aller vers l'électorat, c'est-à-dire les marchés, il y a. Déjà, nous avons commencé sur les réseaux sociaux. On ne peut pas tout déballer ici, nous disons en grand, parce que dans la stratégie, il y a des stratégies. Bon, il faut dire que nous avons aussi, depuis longtemps, nous avons des bases, des militants, des responsables au niveau des secteurs et autres. Nous travaillons avec eux par le système SMS et autres, bon, la communication. Parce que, bon, il faut dire, notre stratégie elle est simple. Nous fondons tout sur les questions d'intégrité. Et nous sommes convaincus d'une chose, si vous arrivez à convaincre des citoyens sur le bien fondé de votre engagement en politique, vous n'avez rien à craindre. Et il vous suit, vous êtes en ce moment un modèle pour lui. Et il suffit d'être en contact avec eux. Voilà. Et bon, quelques meetings, voilà, en fonction de nos moyens et autres. Voilà. Donc, l'AGR, il faut dire que ce n'est pas forcément sur le court terme que nous menons notre combat. Nous savons que c'est un combat très difficile, vu notre idéologie, notre vision, et nous l'avons planifié sur des années à venir. Ce qui fait que cette année, nous ne sommes que dans cette province et nous espérons même en 2025, si Dieu le permet, être non seulement à la présidentielle et couvrir toutes les 45 provinces avec vraiment de bonnes bases solides et inébranlables. D'accord. Voilà. Donc, avant donc de revenir à M. Palinfo, je vais permettre à M. Ouedraogo du MOPA de nous dire un mot sur comment déjà ça se passe sur le terrain, vu que la campagne est déjà ouverte. Ok, merci. Présentement, la stratégie du MOPA,
c'est les meetings. Et présentement, il y a le système SMS aussi qui est là. Il y a le porte-en-porte. C'est ça. Vous arrivez à mobiliser sur le terrain? Oui, ça, on arrive à mobiliser, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà, Monsieur Palinfo, je reviens à vous pour vous permettre quand même de réagir, à ce qui a été dit. Merci bien. Effectivement, un des points donc, de notre offre politique, à terme, c'est la suppression donc, de l'armée. Il est à terme. Donc c'est un processus. C'est un processus, c'est l'aboutissement donc d'un processus qui commence donc par la négociation de la paix. Il faut d'abord que la paix revienne. Et dès que nous allons donc atteindre ce stade-là où nous ne sommes plus attaqués par les forces du mal, nous allons proposer 2 référendums. Un dans les casernes au niveau du peuple. Dans les casernes, il faut donc que ceux qui sont dans l'armée là tranchent. Si nous n'avons pas atteint le seuil de 60%, nous ne continuons pas la manœuvre, comme eux le disent. Le peuple, au niveau du peuple, comme on le dit, c'est 50, 51, 50, et quelques. Dès que ça c'est haut. Voilà. Mais il faut d'abord que les 2 propositions-là soient adoubées et par l'armée et par le peuple. Si c'est le cas, si nous devons supprimer l'armée, comme vous voyez sur notre logo, c'est-à-dire que c'est la carte du Burkina, délimitée donc par la couleur verte, au milieu un char et une croix rouge qui dit que nous voulons supprimer, et aussi donc des épis de mil, parce que nous avons une vocation, le pays a une vocation agricole. Donc si nous arrivons au terme du processus avec donc l'aval et de l'armée et du peuple, nous devons supprimer, nous allons renforcer donc les forces de sécurité intérieure. Parce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas attaqués par le Mali, ni par la Côte d'Ivoire, ni par le Niger. Ce n'est pas un État qui attaque le Burkina. Ce sont des groupuscules. Attendez. Justement, on ne va pas en arriver là. Parce qu'aujourd'hui, depuis 1985, que nous avons fait la dernière guerre avec un pays voisin, nous n'avons plus de guerre. Le Mali a rejoint l'UEMOA. Le Mali a rejoint l'ANAD, les accords de non-agression en matière de défense. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une communauté de décès où la guerre entre États est proscrite. Donc, nous ne sommes pas attaqués donc par un État, nous sommes attaqués par des groupuscules. Il faut renforcer donc la sécurité intérieure. La sécurité intérieure, c'est quoi? C'est la gendarmerie, c'est la police. Avec un détachement de l'armée autour de 4000 hommes que nous allons garder pour renforcer donc cette sécurité intérieure et également aussi pour notre contribution pour les missions onusiennes. Parce que nous avons donc développé une expertise, nous n'allons pas, comme lui l'avait dit tantôt, jeter le bébé avec l'eau du bain. Est-ce qu'il faut parier sur le caractère immuable de ces conventions? Parce qu'on sait que les États aussi, c'est les intérêts. On ne peut pas savoir dans 10 ans, dans 15 ans, comment est-ce que les choses vont se passer. Mais pourquoi vous voulez réfléchir pas le négatif? Non, je ne suis pas. Je suis burkinabé, je souhaite que mon pays soit en paix. Mais voilà. Non, réfléchir, oui, on fait des prévisions. Oui. Si vous dites aujourd'hui, le Mali est dans l'UEMOA, donc tous les pays de l'UEMOA ne vont jamais s'attaquer. Je vais terminer. Okay. Vous aurez la possibilité d'entendre. Notre idéologie, c'est le pacifisme. Et nous n'allons pas faire la promotion de la guerre. Non. Nous allons faire la promotion de la paix. Parce que nous investissons inutilement dans la préparation d'une guerre qui ne va pas survenir. Alors que cet argent-là, il a été dit quoi? Que près de 17% donc, du budget est alloué aux forces de défense et de sécurité et elle ne consomme que 30% de ce budget-là. Donc il y a un problème à ce niveau déjà. Et si on réorientait un peu nos attentes, faire en sorte que si ces forces intérieures sont renforcées, et aujourd'hui la technologie là c'est quoi? Les gens ne partent pas pour se combattre. C'est-à-dire que c'est à distance, avec des drones aujourd'hui. Ce matin seulement, RFI en parlait. C'est-à-dire qu'ils ont attaqué des djihadistes à partir de drones et à partir de mirages. Et si vous voyez. Donc, il suffit seulement, avec la technologie moderne, de renforcer donc ces forces de sécurité, avec et du personnel et du matériel de pointe, et aussi donc avec des drones. Vous avez pas tantôt parlé de vous dire que bon, ici un autre pays nous attaque. Mais je l'ai dit tantôt, pourquoi nous voulons aller dans ce sens et pourquoi nous n'allons pas nous dire que si ne nous attaquent pas,
cet argent qu'on aura immobilisé sur 10, 15, 20 ans là, ces chars que nous allons immobiliser pour 10, 15, 20 ans là, ça aurait servi à quoi? Peut-être ce qui gêne un peu ceux qui sont en face de vous, c'est parce que vous êtes absolu dans votre optimisme et vous n'admettez pas que les autres émettent des réserves. Vous voyez, vous trouvez qu'ils sont négatifs. Si vous voyez les pays pacifistes qui sont dans le monde, qui les attaquent? Vous avez bien un pays pacifique qui a été attaqué par un autre pays? Jusqu'à présent, non. Ils font de l'investissement utile à partir des économies opérées sur l'armement et sur donc le matériel militaire. C'est utilisé donc pour créer des emplois, créer la formation, créer une plus-value et permettre donc au peuple. On a 1 million ici, on n'arrive pas à les employer. Si nous arrivons à la démilitarisation, les soldats qui vont quitter l'armée vont être dédommagés. Comment? Mais il y a des mécanismes au niveau international qui permettent donc de financer cela. C'est-à-dire qu'il suffit seulement d'avoir 20% au niveau de la mobilisation interne des ressources et 80% vous sont apportés donc par l'extérieur. Et ça vous permet donc de dédommager ces personnes-là qui quittent l'armée et qui vont créer nécessairement donc des emplois et créer donc embaucher donc des Burkinabés. D'accord. Alors, nous sommes en période de campagne, il faut convaincre... Oui, j'allais oublier, il a tantôt parlé de l'éducation. Nous n'avons pas dit que nous allons fermer. Nous avons dit que nous allons ouvrir nos universités sur ces pays-là. Ce n'est pas fermé, nous allons ouvrir, donc avoir donc d'autres opportunités, d'autres offres éducatives. Parce que là où nous sommes, c'est une sorte d'impasse. C'est-à-dire que nous produisons des élèves, nous produisons des diplômés chômeurs. Est-ce que nous allons continuer à produire ces élèves-là sans déboucher? Nous disons non, il faut repartir vers de nouveaux paradigmes. Il faut changer un peu les choses et c'est ensemble que nous allons changer. Je pense que sur la question de l'éducation, vous avez les mêmes objectifs. C'est peut-être la stratégie pour y parvenir qui diverge. Je le disais donc tout à l'heure, nous sommes en période de campagne. C'est le temps en tout cas pour convaincre les masses. Mais est-ce que vous avez le sentiment que l'argumentaire a sa place pour cette période de campagne, Monsieur de la GR? L'argumentaire a sa place. C'est très important. C'est vrai que notre pays est majoritairement, la population est majoritairement analphabète. Et comme on le disait tantôt, les devanciers, ils n'ont pas du tout été corrects. Certains n'ont pas été corrects. Il y a une certaine culture qui est là, qui fait que quand on parle de campagne, on parle d'élection, les gens s'attendent à des billets de banque, à du carburant, ainsi de suite. Et pendant cette période de campagne, période électorale, c'est ceux qui ont amassé des grosses fortunes qui se frottent les mains. On voit des caravanes, on voit des t-shirts, on voit des affiches. Mais Dieu seul sait. Est-ce qu'on continue de distribuer encore les t-shirts? Mais si, vous constatez, les gens portent des t-shirts de partis politiques et autres. Et pourtant, ce sont ces mêmes qui sont devant, qui insistent pour qu'on prenne les lois interdisant. Voilà. Bon, c'est vraiment dommage. Et voilà pourquoi je reviens encore, je dis qu'il faut éduquer le peuple. La GR insiste là-dessus. Voilà pourquoi nous parlons d'une alternance générationnelle. C'est toutes les générations ensemble qui doivent se donner les mains pour endiguer ce phénomène. Sur le point de monsieur de Vision Burkina, nous sommes des adversaires politiques sur le terrain, donc nous pouvons attaquer leur point de vue. C'est vrai que c'est une vision. Concernant l'armée, je crois que c'est leur point phare de leur vision. Mais il faut dire que l'armée, d'abord, représente la souveraineté d'un État. Parce que c'est l'effet dissuasif qui fait que vous pouvez dormir tranquille, vous pouvez espérer que aucun autre État ne va venir vous envahir. Alors, M. Sankara, est-ce que vous avez le sentiment que l'argumentaire a sa place en période électorale? Oui, mais on va y aller assez vite. Oui, l'argumentaire a sa place, mais il s'agit de quel argument? Il faut avoir les bons arguments et les meilleurs arguments. Nous, en tout cas, au PUR, nous n'avons pas d'argent
nous sommes un jeune parti, et puis bon, nos militants sont très jeunes, la plupart des travailleurs du privé, du public, du secteur informel, etc. Donc nous n'avons pas d'argent. Donc ce qui fait la différence sur le terrain, c'est notre argumentaire. Et je vous assure, il est très solide. Parce que nous adaptons nos discours. Quand je dis adapter, par exemple, quand je suis à Ouagadougou, j'ai fait les meetings dans les quartiers non lotis, nous avons fait notre ouverture, vous avez dû certainement le voir, à Pazani ou à l'arrondissement 9, nous sommes exprimés à Morée. Nous avons expliqué aux populations en langue pourquoi nous sommes nés et qu'est-ce que nous voulons faire avec eux. C'est ça qui est important. Il faut dire aux gens où est-ce que nous voulons aller et comment nous allons aller et nous devrons aller ensemble. Il faut développer des arguments qui convainquent et qui apportent de l'adhésion à ceux qui vous écoutent. Mais si vous développez un argumentaire inefficace, en ce moment, vous êtes obligé, comme il l'a dit, de sortir les billets des banques et c'est ça qui fait, voilà. Alors même si on avait l'argent, parce que l'argent, ça dépend, on peut apprécier. Même si nous avons des milliards, nous n'allons pas corrompre les électeurs pour qu'ils nous votent. C'est par notre argumentaire, par nos idées que nous allons les amener. C'est ce que vous recherchez. Monsieur Palinfo de Vision Burkina. Ok. Et nous avons une offre politique que nous proposons donc à l'électorat. Et nous avons choisi donc la rupture. Nous ne voulons pas faire comme les autres. Nous n'allons pas faire donc des parades, voilà, des meetings et puis on va distribuer ceci, cela. Un, c'est contre notre idéologie. Deux, c'est la corruption électorale. Voilà. Donc nous allons vendre des idées au peuple burkinabé et il appréciera. Il appréciera. Et nous restons convaincus que il faut oser proposer du nouveau pour permettre donc à ce pays-là de décoller. Ça fait 60 ans que nous sommes là, nous tournons, nous tergiversons, nous n'avons pas une politique sérieuse, nous n'avons pas une vision. Qu'est-ce que nous voulons laisser pour les générations à venir? C'est l'incertitude. Nous pataugeons et nous n'arrivons pas à décoller. C'est pourquoi nous avons proposé une nouvelle société. Là, nous sommes incompris, c'est comme ça. On va y aller très vite. Voilà, au début, on ne pouvait pas être compris. Mais on sait que tôt ou tard, les gens vont comprendre le bien fondé. Ce n'est pas, quand on dit de supprimer l'armée, ce n'est pas dans l'immédiat. C'est un processus. Et si c'est à terme, si ça aboutit donc à la suppression, cet argent-là va être injecté dans les circuits de développement de notre pays. D'accord. Monsieur du MOPA. Oui, l'argumentaire. Est-ce que votre électorat est réceptif à ce que vous dites? Vos électeurs sont-ils réceptifs? Oui, nos électeurs sont réceptifs. L'argumentaire est bel et bien sa place. C'est d'ailleurs sur ça que le MOPA compte pour pouvoir siéger à l'hémicycle. Voilà. D'accord. Alors, merci à tous d'être venus sur ce plateau. Madame, Monsieur, je rappelle que votre émission Au cœur des législatives était à son 6e numéro ce jour et nous avons eu le plaisir de recevoir Monsieur Saïdou Ouedraogo du MOPA, Mouvement patriotique pour l'alternance, Monsieur Adama Doulkon de l'AGR. Nous avons l'Alliance des générations pour la Renaissance, l'AGR. Donc, avec nous également, Pierre Palinfo.